Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre joyau d'émission J-Sport sur SAT-TV. Aujourd'hui, on fera le point sur le Sili national de Guinée lors de cette fenêtre internationale et puis faire un point sur les autres résultats de ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis après, on terminera par le Lauréat qui joue notamment les tours préliminaires aussi de la qualification Ligue des Champions version 2021-2022. On va terminer par le tirage au sort qu'on connaît déjà côté féminin des U20 du Sili national qui vont affronter évidemment le Gabon. Alors pour en parler tout ça, on a Bailo Diallo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Tu joues au basket là? Bien sûr, bon, je ne suis pas trop passionné du basket, voilà, mais il faut dire que depuis que le Sili s'est qualifié à la CAN basket, voilà, on a eu un peu de sensation. On a compris que le basket aussi, c'est un très beau sport. Justement, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube sur l'adresse SAT-TV-GN pour ne rien manquer, pour vivre notamment tous nos merveilleux programmes télé. J-Sport pour ce numéro, c'est parti. Alors, on se retrouve, Bailo, justement pour parler de cette équipe du Sili national de Guinée, le Sili qui avait 3 matchs à jouer, une double confrontation contre le Soudan et puis un match contre le Maroc, un match qui s'avérait être un derby mais qui n'en a plus et qui n'en a pas eu l'air quand même d'après ce qui s'est passé. Alors, Bailo, on se demandait l'autre fois quel avenir pour ce Sili national de Guinée et il semble que c'est clairement défini cet avenir. C'est clairement défini, il n'y aura pas de Coupe du Monde encore, une fois encore, voilà, comme d'habitude. Il faudra attendre les prochaines Coupes du Monde qui se profilent, à savoir 2026, voilà, pour espérer voir le Sili encore pour une première fois dans une Coupe du Monde. En tout cas, l'avenir est déjà scellé de ce côté. Il faudra surtout se concentrer maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout, on doit s'interroger beaucoup sur ce Sili-là. Il ne reflète pas du tout l'image du Sili qu'on connaissait avant, guinéen en général. Justement, en parlant de ça, alors est-ce qu'on pouvait déjà imaginer cette grande déception de l'équipe du Sili? C'était quasiment prévisible et pratiquement depuis ce débâcle à la CAN contre l'Algérie, c'était prévisible. Le Sili n'a jamais montré un bon visage. C'est vrai, après tout, il y a eu cette qualification très difficile pour la CAN qui est arrivée. Justement. Voilà, mais c'était imaginable qu'on ne pouvait pas se qualifier avec cette équipe qui ne produit pas de jeu, aucun fond de jeu et un manque de motivation. Franchement, il y a pas mal de choses à régler au sein de cette équipe pour que nous puissions aller de l'avant. Avant de continuer, ce n'est pas un miracle aujourd'hui la qualif au niveau de la CAN, hein, parce que c'est passé de 16 à 24, donc facilement pour une équipe comme la Guinée, la qualification doit être vraiment nécessaire. Et forcément, même si l'équipe ne montre pas un bon visage, nous sommes passés aujourd'hui à une étape de la CAN où la Guinée ne doit plus y manquer, parce que de 16 à 24 équipes, je pense que si le Sili rate une CAN, ça devient encore autre chose. Après, il faut se poser des questions sur comment cette équipe joue et qu'est-ce qu'il faut changer avant la CAN. Justement, on en reviendra. Ok. Parce que là, il faut vraiment remobiliser les troupes, voir ce qui ne marche pas. Il y a plein d'erreurs défensives, voilà. On manque de motivation au niveau du milieu de terrain, voilà. L'attaque aussi qui s'exprime difficilement à peine, voilà, et c'est compliqué. Clairement, on va rappeler les scores de cette équipe du Sili, notamment avec la double confrontation contre le Soudan. Le Sili qui a fait un partout au match aller et puis tous ces jeux au Maroc, hein, il faut le rappeler. Le Sili a fait un partout au match aller, 2-2 au match retour et puis a perdu 4-1 face au Maroc. Alors voilà les scores, Bailo, du Sili dans cette fenêtre internationale. Précisément, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Plein de choses. La tactique de l'entraîneur, ça peine à prendre forme. Et si nous prenons l'entraîneur du D6 depuis qu'il est arrivé, c'est un entraîneur qui n'arrive toujours pas à trouver le 11 type. Et une équipe nationale où on n'a pas, c'est vrai, assez de temps pour trouver ce 11 type qui doit être là à chaque fois. Et c'est des problèmes qu'à chaque fois qu'on approche une compétition, qu'on essaie de chercher des combinaisons et qui n'arrivent pas à marcher finalement. Nous avons vu une défense totalement aux abois. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mohamed Ali, il est à Young Boy, il y a Fallet qui joue moins, et Seydou Sow qui était sur une bonne perspective. Mais ça combine entre défenseurs, mais ça n'arrive pas à donner. Il y a quelque chose qui manque à cette défense-là. Et parfois même, il y a ce manque de volonté. Parfois, ils ont ce problème de marquage. Voilà. Et souvent, il y a des duels gagnés souvent par l'adversaire. Surtout quand il s'agit des coups de pied arrêtés. Le Sili est moribond. Pourtant, il fallait, il est géant. Mohamed Ali, on n'en parle pas. Mais il y a un problème d'organisation au niveau de la défense du Sili. Et surtout quand vous constatez lors des contracts de l'équipe adverse, il y a un étirement qui ne dit pas son nom plus. Tu sens vraiment une certaine élasticité au niveau de la défense du Sili. Ils ne sont pas compacts de telle sorte qu'on sent une très grande ouverture qui c'est beaucoup plus facile de se trouver. Et regardez par exemple le but du Maroc sur le coup de pied arrêté. Il a fallu juste deux ou trois combinaisons pour que le ballon atteigne les filets. Pourtant, il y avait plein de défenseurs. Ça donne pas du tout. De surcroît, Bailo, pratiquement toutes les situations étaient identiques pour ce Sili, pour avoir encaissé ses buts, parce qu'on se rappelle, contre le Soudan, à la dernière minute, je parle évidemment du 2 partout, contre le Soudan, c'était sur le coup de pied arrêté, même action contre le Maroc, ils prennent banalement ce but-là. C'est ce qui est surtout déplorable dans cette équipe de Sili, c'est que les joueurs, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Et nous avons vu contre le Soudan, la double confrontation, contre le Maroc, c'est les mêmes erreurs qui surgissent. Et en plus, il y a aussi un milieu improductif, parce qu'il faut le dire, c'est vrai que Madi, Diawara et Naby Keita, c'est des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs comparativement aux autres milieux de terrain, mais ça il faut qu'on ose le dire, c'est un milieu de terrain qui n'arrive pas à se trouver. Il n'arrive pas à se trouver. S'il faut sacrifier un d'entre eux, que ce soit Naby Keita ou Amadou Diawara ou Madi Camara, ou sacrifier celui qui joue moins, pour faire jouer les petits. On a vu lors du match où on avait Agibou sur le terrain, on avait Morla sur le terrain, et Mamadou Kane, ça donnait bien. On sentait une complicité qui se trouvait entre ces joueurs-là. Ils ont déjà joué ensemble dans les catégories inférieures. Ça donnait bien. Mais Amadou Diawara, Naby Keita, Madi, ça sent la lenteur. C'est vrai qu'il y a un peu de la technicité, mais ça sent de la lenteur. Parfois, quand on subit des contre-attaques, c'est assez... Ça manque d'agressivité au niveau de la récupération et tout. Quand on a le ballon, peut-être ça joue, mais quand on n'a pas le ballon... Ces jeunes joueurs, il y a moins de physique. Par contre, il y a plein de talents. Et si vous avez la chance de tenir beaucoup plus la balle, vous avez beaucoup plus la chance de faire mal à l'équipe adverse. Par contre, si c'est l'équipe adverse qui a beaucoup plus le ballon, c'est compliqué. Et surtout, il faut aussi parler aussi du cas de l'attaque. L'attaque, c'est vrai qu'il y a quelques efforts avec Mohamed Bayo, mais ça tâtonne, ça marque difficilement, il y a beaucoup plus de ratés. Et ça n'arrange pas forcément une équipe comme les Sili, qui est moins réaliste et surtout qui encaisse beaucoup. Forcément, il faut s'attendre à des défaites. Ce qu'on peut lire, par exemple, Bailo, dans un match de la Guinée, c'est qu'on se demande tout de suite par quel miracle, mais ils vont marquer. Parce qu'il n'y a pas de véritable situation qui se crée là avec ces joueurs. Et moi, je pense qu'à ce niveau, le mal, c'est surtout nous excentrés. Pratiquement depuis que Traoré et Razagui se sont éteints, ou les faux démarchages, on n'arrive pas à trouver ces excentrés tranchants qui peuvent non seulement rentrer parfois et enrouler là-bas, ou parfois qui peuvent déborder et puis centrer le ballon, parce que Mohamed Bayo, c'est ce joueur-là qui a besoin et qu'on le mette tous dans la situation. Et Kamano, ce n'est pas son jeu. Kamano, il aime beaucoup plus rentrer et parfois il fait des ratés, il a du mal parfois même à s'incruster dans la surface adverse. Et
c'est tout à fait des problèmes. Moi, je pense que c'est là aussi que le Chili a perdu son jeu, parce que nous, on jouait beaucoup plus sur les excentrés, et ceux-ci essayaient de centrer les ballons à l'interne. Mais sachant justement, Bailo, que le football a évolué, aujourd'hui, on assiste beaucoup à la montée, par exemple, des latéraux qui viennent déborder, créer le surnombre sur les latéraux de l'équipe adverse, mais on ne le voit pas. Ça aussi, c'est un handicap. Également avec le Chili, d'ailleurs, les latéraux, ça pêche beaucoup. C'est vrai que Issa Gap, il tente de le faire, mais il ne le fait pas bien. Parfois, il monte, mais il sent des ballons qui ne sont pas droits. Il tente de le faire, mais aujourd'hui, pour le faire bien, il faut se référer à un joueur comme Achraf Hakimi, par exemple. Ça, c'est des latéraux modernes. Issa Gap, il tente de le faire, mais il n'arrive pas parce qu'il a de très mauvaises passes. Voilà, et Abdoulaye Cissé, ça ne monte pas trop, et parfois, quand il y a des comptes, ça pêche beaucoup. Par contre, Mamadou Kané, il s'est illustré. Il s'est illustré contre le Maroc. Il a fait un peu le rôle d'un latéral moderne, même s'il ne l'était pas. Et c'est de ça vraiment on a besoin dans cette équipe-là, des latéraux modernes et surtout un axe qui se comprend très bien. Ouais, justement, on a parlé des erreurs des joueurs et on va parler aussi des erreurs du staff en général, parce qu'on a vu lors du premier match, il y avait bien évidemment Didier Six qui était là sur le banc, mais après il n'était pas là, c'était Kaba qui l'a remplacé. Et puis derrière, on a assisté au même marasme en quelque sorte. Donc ça veut dire le mal, il est vraiment partout dans ce staff. Bailo, vu que cette équipe de Guinée vit ce fiasco, le même fiasco, c'est des répétitions. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour sortir de ce marasme? Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut commencer d'abord par nettoyer cette équipe. Cette équipe a besoin d'un nettoyage total, à commencer par le staff technique. Moi, je suis pour qu'on dégage complètement ce staff technique-là. Nous avons vu leurs limites contre le Soudan au match aller. Et vous mettez Naby Keita sur le banc. Sous sa demande, on sent que ça joue beaucoup plus à l'absence de Naby Keita en ce moment. Et puis vous marquez et puis vous permettez tout simplement de faire rentrer Naby Keita parce que peut-être Naby Keita veut rentrer ou sur des humeurs en fait du joueur. Personne n'a compris ce changement parce que Morla était pratiquement dans le match. Les jeunes joueurs donnaient assez. On n'a vraiment pas compris ces changements-là et puis par après on a assisté à cette égalisation. Donc ce staff, il y a eu après Kaba Diawara qui est venu. C'est vrai qu'il faut le reconnaître qu'avec Kaba on a senti un tout petit une amélioration au niveau combinaison. Par exemple contre le Maroc à la première mi-temps on a vu quand même l'équipe du Chili qui a très bien dominé, qui a su gérer. Avec Kaba ça a un peu marché, mais sauf que ça pêche au niveau des changements. Voilà, et surtout Kaba il n'a pas fait son rôle d'entraîneur et à la deuxième mi-temps du match contre le Maroc parce que le plus souvent la seconde mi-temps c'est pour les entraîneurs et l'entraîneur du Maroc a fait ce qu'il fallait à la deuxième mi-temps et Kaba Diawara il est resté sur ses lauriers et on a vu ce que ça a donné. Moi je pense plutôt que contre le Maroc il aurait pu sacrifier entre Madi, Diawara et Naby Keita, un de ces gens-là pour faire jouer Kané et Agibou et Morla. Et c'est surtout dans cette équipe du Chili nous voyons souvent un joueur par exemple qui fait un très bon match précédemment et qu'on retrouve sur le banc pour un match d'après. Mais beaucoup de changements incompréhensifs, on n'arrive pas à comprendre. C'est comme si ce staff technique est carrément irresponsable. Ils n'ont pas la maîtrise du groupe et en plus ils se fient toujours sur la décision du chef qui est l'entraîneur principal. Moi je pense qu'il faut complètement changer ce staff-là. Voilà, peut-être envoyer un entraîneur local en attendant de chercher un entraîneur beaucoup plus expérimenté. Pourquoi pas avoir à nouveau confiance en l'AP pour le moment parce qu'il a quand même engrangé, c'est ses preuves, il a engrangé, voilà, il a eu ce bonus confiance, voilà, et puis il a élevé le niveau, tout ça. Donc lui confier l'équipe, voilà, pourquoi pas, voir ce que ça va donner en attendant de trouver un entraîneur expérimenté. Oui, justement, une épée Damoclès au niveau de ce staff et également des joueurs. Alors Bailo, quand on écoute les observateurs du football guinéen en général, ils demandent beaucoup, on sent que beaucoup demandent que certains joueurs ne soient plus appelés en sélection. Est-ce que moi je suis d'accord. Par exemple, si Naby Keita fait par exemple 5 matchs
sans jouer du côté de Liverpool. Moi, je pense qu'il faut s'en passer. Et puis, quand il y a une trêve internationale, il faut se passer de Naby. Aujourd'hui, s'il y a un comportement où le Chili a moins de problèmes, c'est au niveau du milieu de terrain. Il y en a plein. On peut jouer avec Naby, Madi, Diawara, on peut jouer avec Agibou, Morlaï, Kane, on peut jouer avec Moriba, Kane. Il y a tellement de milieu de terrain qu'on peut se passer de Naby Keita. On a vu à l'image du premier match contre le Soudan, Naby n'y était pas, mais pourtant ça nous donnait très très bien au milieu de terrain. Pour moi, si c'est Diawara qui ne joue pas, on se passe de lui. C'est la sélection. Et quand il voit que ça commence à devenir sérieux, il commence à perdre sa place, il va c'est comme Diawara. Quand il est rentré contre le Soudan, il a fait un bon match parce qu'il a su que lui-même il n'est pas indispensable à ce poste-là. Voilà, il commence à perdre son poste. Du coup, il est rentré, il a pris ses responsabilités. Voilà, il a compris qu'il n'est pas indispensable. Et Madi également, Madi a parfois aussi fait le banc quelquefois au sein du Chili. Voilà, c'est une déception. Sinon, aujourd'hui, entre Madi et Diawara et Naby Keita, c'est Madi Camara qui a le plus de temps de jeu, qui est quasiment incontestable du côté de l'Olympiakos, mais au sein du Chili, il peine encore à faire ses preuves. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'il essaie d'adapter son jeu au football africain. La manière dont il joue, c'est beaucoup plus européen, tourner tout la balle, essayer de donner des longues passes, alors qu'il y a déjà quelqu'un près de toi. On sait tous l'état de terrain des pelouses africaines. Voilà, il faut adapter son jeu. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors justement, tout ce qui reste à faire pour cette équipe du Chili, c'est chercher peut-être une place d'honneur, hein. Peut-être deuxième, ça nous fera moins d'honneur plutôt, parce que la Guinée-Bissau est deuxième pour le moment. Là, ce qu'il a à faire et pour le reste de ces matchs-là, c'est de les utiliser comme un tremplin pour la préparation de la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas essayer d'appeler d'autres joueurs, expérimenter d'autres joueurs. Considérer que c'est maintenant des matchs amicaux, mais surtout les prendre au sérieux pour essayer de réduire le blason en essayant de gagner les matchs. Voilà, juste pour l'honneur, occuper la seconde place et puis chercher à préparer. Voilà, moi je pense que c'est le moment pour ces prochains matchs de novembre d'oublier peut-être les Naby Keita qui sont déjà validés en équipe nationale. Et essayer d'appeler maintenant quelques locaux ici, voilà, mais pourquoi pas les Alpha Marceau, voilà, les Morlaï, voilà, et appeler Moriba Kourouma, voilà, pourquoi pas les essayer, voilà, essayer de voir aussi cet effectif. Le Chili doit jouer deux matchs, deux matchs. Un match contre le Maroc et un autre contre la Guinée-Bissau. On ne va pas rappeler les résultats, mais plutôt on va donner les classements de ces phases de groupe du tour préliminaire de la qualif Coupe du Monde Qatar 2022, notamment le groupe A. Bailo, on connaît, il y a deux qualifiés pour le moment d'office, le Maroc et le Sénégal, les deux meilleures équipes, même si l'Algérie aussi est là, mais bousculée un peu par l'équipe du Burkina Faso. On va parler de ça tout de suite avec le groupe A. On parle du groupe A, l'Algérie, on parlait même de Sefenek. L'Algérie qui occupe la première place avec 10 points et puis le Burkina Faso deuxième avec 10 points. Ça se tira un peu entre ces deux équipes. Bien sûr, et le Burkina, ils essaient de... C'est vrai qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'équipe algérienne, c'est l'équipe la plus c'est l'équipe pratiquement la plus en forme et peut-être après le... Bon, moi je pense que d'ailleurs l'Algérie est beaucoup plus prolifique que le Sénégal en termes de buts marqués. Voilà, donc l'équipe burkinabé essaie juste de titiller cette concurrence parce que là on n'a pas le choix. Il ne faut pas être deuxième, il faut forcément être le premier. Donc, après 4 journées, l'Algérie et le Burkina se tiraillent pour une place au niveau des qualifications. Alors dans le groupe B, on a la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Zambie et la Mauritanie. Voilà, Bailo, là c'est la Tunisie de Wabi Kazri qui domine avec 10 points. Avec 3 points d'avance sur la Guinée équatoriale. Moi je pense que là, je pourrais dire que c'est quasiment plié parce que moi j'ai forte impression que la Tunisie peut passer. Voilà, je ne crois pas que la Guinée-Bissau puisse tenir autant la concurrence. Et là, la déception de cette poule, c'est la Zambie et la Mauritanie quand même. La Mauritanie qui est sur une très bonne phase, une équipe qui fait pas mal de choses pour progresser. Voilà, et la Zambie, ça commence à être très faible dans le continent. Forcément. Ils n'arrivent plus à respecter leur... Forcément. Alors, on parle du groupe C maintenant avec le Nigeria. Le Nigeria premier avec 9 points et le Cap-Vert suit deuxième avec 7 points. Là aussi, c'est un peu serré entre ces deux équipes. Qui a
a été défait à domicile par la Centrafrique. Énorme coup tonnerre. Il rectifie avec 2-0, oui, également. C'est serré, donc il faudra batailler jusqu'à la fin. Justement, dans le groupe D, on a la Côte d'Ivoire qui occupe la première place devant le Cameroun. Là aussi, ça va être compliqué, mais le Cameroun, il n'y a pas trop d'enjeux. Le Cameroun, nous, on parle de la Coupe du Monde là. On parle de la Coupe du Monde. Le Cameroun s'est fait battre par la Côte d'Ivoire à l'aller. Et moi, je pense bien que cette poule-là se jouera surtout lors du match retour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Forcément. Dans le groupe E, on a le Mali, notre voisin tout proche là. Le Mali qui occupe la première place avec 10 points. Derrière, il y a l'Ouganda. Le Mali peut partir. C'est comme ça, le Mali, moi c'est une équipe que je respecte beaucoup parce que c'est une équipe qui donne et il joue avec le cœur, voilà, il n'hésite pas de mettre les grands à la touche quand ils ne sont pas en forme, voilà, c'est une équipe qui n'a aucun souci à utiliser ses joueurs locaux. Nous avons vu cette domination qu'ils ont infligée au Sili pratiquement ici au stade de Nongo. L'équipe elle est en train de se faire respecter dans sa poule tout simplement et n'utiliser la petite pression d'Ouganda, voilà, et moi je pense qu'ils peuvent obtenir leur ticket. Il serait déjà compté parmi les qualifiés. Et on passe avec le groupe F, l'Égypte 10 points, la Libye aussi deuxième 6 points, sans danger, les pharaons vont passer. C'est quasiment plié, ils se tournent tout droit vers l'obtention de ce ticket. Moi je pense qu'il leur suffit juste peut-être gagner le prochain match et puis c'est plié. Dans le groupe G, la surprise là aussi, l'Afrique du Sud occupe la première place avec 10 points et le Ghana 9 points. Ça va être très serré entre ces deux-là. C'est très serré, voilà. L'Afrique du Sud veut surtout montrer au monde que voilà, on peut se qualifier aussi par les phases de groupe, pas parce qu'on a organisé une CAN, voilà. Et le Ghana aussi essaie de revenir surtout, de redorer son blason en Afrique, parce que tout le monde connaît le football que le Ghana nous a produit ces derniers temps. C'est une équipe qui est en baisse de régime, mais qui se démène quand même pour se faire respecter, voilà. Et c'est hyper compliqué. Ça sera une grande surprise si l'Afrique du Sud éliminait le Ghana. Ouais, justement, le Sénégal, l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe africaine qui s'est déjà qualifiée, le Sénégal avec 12 points, carton plein. Pour les joueurs de Aliou Cissé, c'est formidable. Clairement, en termes d'individualité de joueurs se trouvant dans les grands clubs, le Sénégal c'est la meilleure équipe africaine, même devant l'Algérie. Quand tu comptes les joueurs par club individuellement, c'est la meilleure équipe africaine. Donc ils sont fait respecter, voilà. Et puis ils ont réussi à gagner tous leurs matchs. Moi d'ailleurs j'ai peur pour nous à la CAN, Guinée-Sénégal. Si nous partons avec cette équipe-là, heureusement qu'il y a même meilleur troisième, ça va pas être compliqué pour la Guinée. Voilà. Justement, dans le groupe de la Guinée, on a le Maroc, la Guinée-Bissau deuxième, Maroc là aussi qualifié, on n'en a plus à commenter. Dans le dernier groupe, grosse surprise, la RDC qui dégringole encore une fois. C'est la Tanzanie qui est en tête avec 7 points. Grosse déception. C'est une équipe, voilà, la RDC, voilà, qu'on a connue avant et qu'on n'arrive plus à reconnaître depuis au moins une année comme ça. Voilà, c'est l'élimination pour la prochaine Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde aussi, ils déçoivent. C'est la Tanzanie qui occupe la première place. Derrière le Bénin. Assez compliqué pour la RDC. Et ça sera un sacré coup si la Tanzanie réussit à passer ce cap-là. Ouais, justement. Alors, ça sera l'équipe surprise dans ces qualifications. On marque une pause et puis derrière, on revient pour continuer sur ce plateau. C'est un plaisir. Allez, de retour sur ce plateau de J-Sport pour finir avec la deuxième partie de ce numéro, Bailo. On va parler cette fois du Oroya, le Oroya qui joue le deuxième tour des phases du préliminaire, des préliminaires de la qualification Ligue des Champions, là aussi en phase de groupe. Le Oroya qui doit affronter le Stade Malien, ce sera du côté de Bamako, mais ce qui est réjouissant dans tout ça, Bailo, c'est que le Oroya va enfin jouer un match retour et puis à Conakry. Très très bonne nouvelle. Et si ça continue comme ça, moi je pense que même le Sili pourra
il rejouait très prochainement ces matchs voilà, à Conakry. C'est une très bonne nouvelle. Et la CAF a compris que voilà, il fallait laisser les Guinéens jouer ici parce qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Après, pour revenir au Roya, aujourd'hui c'est le porte-étendard du football guinéen. Voilà. Et les autres clubs sont déjà éliminés. Voilà. Ça fait très très longtemps que l'équipe s'y préparait déjà pour ce tour-là, voilà, qui est enfin arrivé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de matchs dans les jambes parce que le championnat n'a pas encore débuté. Voilà, mais le fait de commencer très tôt les entraînements, c'est une très bonne chose. Voilà. Et avant de se remettre, et puis ils ont eu la chance d'avoir quelques internationaux qui sont partis et disputer quelques matchs avec leurs équipes nationales différentes. Et je pense que ça va leur permettre de se surpasser dans ce match-là. Je pense plutôt que le Oria, ils peuvent passer. Parlons de l'adversaire qui est le Stade Malien, une équipe que le Roya connaît bien. En 2019, ils avaient joué et c'était le Roya qui était passé. Ils avaient même fait, je crois, un match nul. Oui, à l'aller 1-0 au match retour. Et le Roya a obtenu son ticket au match retour à Conakry. Justement, alors il va falloir prendre cet adversaire au sérieux parce que c'est vrai, on a vu un joueur de ce club débarquer du côté du Roya. On parle de Samaké qui va apporter beaucoup de choses au Roya. Alors, on le sait déjà, le Roya est du côté de Bamako. Il va jouer dimanche à 16h30 minutes. Quel est l'enjeu parce qu'on connaît les trois autres clubs sont éliminés et c'est le rescapé guinéen en quelque sorte. Et l'enjeu reste toujours grand pour le Orea parce qu'à partir du moment où le Orea le plus souvent rentre en compétition, ça trouve déjà que nos trois autres équipes sont éliminées. Alors l'enjeu c'est de faire en sorte de tenir le relais, voilà, et continuer à briller de mille feux pour représenter le rouge en vert. Donc l'enjeu est tellement énorme aujourd'hui que le Orea doit se considérer un peu comme ce mini Sili national là. Voilà, au-delà du fait que en Guinée ici c'est un club Matamka, voilà, et à partir du moment où ils sont à l'international, voilà, et côté continental, il faut l'enjeu est énorme parce que là le Orea représente tout un pays, donc il faut gagner surtout. L'enjeu est surtout aussi énorme dans la mesure où c'est une équipe qui apprend souvent de ses erreurs. Nous avons vu assez de recrutements. Tout cela, c'est pour essayer de dépasser cette barrière, voilà, et où ils ont toujours, sur laquelle ils ont toujours buté, voilà. Donc l'enjeu est énorme parce qu'il faut faire mieux que l'année passée, et à la fois, il faut représenter tout un pays. Ouais, surtout qu'il faudra pour sauver l'indice CAF de la Guinée qui est menacé, très menacé. Et surtout même peut-être voiler un peu cette contre-performance du Sili actuellement qui fait baisser la tête de tous les Guinéens. Moi je pense que si le Orea a réussi à faire de grandes choses dans cette Ligue des Champions, au moins on pourra s'en contenter en attendant la CAN. En tout cas, les derniers résultats de cette équipe du Roya sont peu reluisants parce qu'ils ont été éliminés par un club algérien, après déversés en confédération, et puis de l'autre côté en confédération ils étaient éliminés notamment en demi face aux pyramides de l'Égypte, je me rappelle. Alors l'année passée, le Roya a joué les phases de groupe de la Ligue des Champions, éliminé dans la dernière journée par l'équipe des Kaiser Chiefs du côté de l'Afrique du Sud. Le Roya va donc jouer son match à un jeu capital, s'il faut le dire comme ça, face au Stade Malien. Ça sera ce dimanche-là du côté du Stade 26 mars de Bamako, et puis match retour au Stade Général Lansana Conté. Dernier virage de ce numéro, Bailo. On va parler du tirage au sort de ces phases toujours éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. On parle du Sili féminin U20, le Sili qui s'est qualifié aux dépens de la Sierra Leone après 1-0 comme score à la trappe. Et voilà, elles se sont imposées au tir au but pour affronter maintenant le Gabon. Et clairement, elles ont été très très courageuses parce que voilà, ils ont toujours continué à espérer qu'elles pouvaient remonter ce score-là. Voilà, c'était un but à 0 à match de l'année. Voilà, ils ont pu remonter cela. Aujourd'hui, elles doivent affronter le Gabon. Je ne sais pas trop, je connais pas trop l'état d'esprit de l'équipe gabonaise, voilà, l'équipe féminine gabonaise, mais je pense que
que le Chili a des arguments et a une carte à jouer dans cette compétition-là. Moi, j'ai la ferme conviction qu'elles peuvent se qualifier, qu'elles peuvent obtenir leur ticket. Surtout que l'adversaire qui était prévu, c'était le Sénégal. Je ne sais pas comment ça a pu changer. En tout cas, le Chili U20 va jouer contre le Gabon. Alors, c'est tout pour cette émission. Merci Mamadou Bailo Diallo. C'est toujours un plaisir. Tant que c'est pour servir les autres, c'est toujours un plaisir. Forcément, on remercie aussi les réalisateurs de cette émission. On pense également, notamment à Mousto, Mousto, Aroro qui s'est occupé de la coiffure. C'est joli là. Et puis Sarah et toute l'équipe derrière. Merci à tous. On se retrouve la prochaine fois pour cette émission J-Sport. Bye.